Donc, bonjour Karine, merci de nous recevoir dans vos bureaux. Bonjour Gaël. Donc, vous êtes Managing Partner chez One Co, une banque d'affaires qui est basée un peu partout dans le monde, à Paris, à New York, Los Angeles et en desk en Asie. Donc c'est un honneur pour moi de vous avoir. Les gens ne le savent peut-être pas, mais ça fait plusieurs mois que je vous chase. Vous faites pas souvent ça. Moi, je vais d'abord vous donner mon point de vue en tant qu'étudiant. La banque One Co, lorsqu'on cherche un peu les banques d'affaires, on va dire, dans le monde, on tombe dessus. Et donc, on voit beaucoup de photos de vous, de vos frères qui ont monté la boîte, et vous apparaissez comme des personnalités inspirantes. C'est gentil, merci. Donc, c'est pour nous important, si vous voulez, d'avoir vos retours pour que des étudiants comme moi et même des jeunes professionnels puissent peut-être, d'une certaine manière, mieux penser leur futur parcours. Donc j'ai une première question. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de faire le podcast? C'est une très bonne question parce qu'au début je me suis demandé pourquoi est-ce que je vais faire un podcast. Franchement, j'ai pas besoin de faire de la vente. J'ai pas besoin d'aller vers les gens. Les gens nous connaissent et on parle. Les transactions parlent pour nous et on essaye en général de parler par notre travail et par nos résultats. C'est vrai aussi qu'on fait des événements, mais les événements, c'est surtout pour apporter de l'intelligence, pour apporter de la réflexion à nos clients, à nos financiers et à nos partenaires, et surtout dans un monde où on a besoin d'échanger, d'intelligence. Donc, ce n'est pas uniquement des événements où on échange des cartes de visite. En général, on essaye d'apporter une réflexion intelligente sur le monde dans lequel on est et sur les secteurs aussi dans lesquels on est. Je pourrais donner des exemples. Alors, pourquoi j'ai accepté? Parce que vous tombez dans une période où j'ai décidé que c'était important de partager. Vous m'avez dit que vous parlez que c'était surtout destiné à des étudiants. Absolument. Et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai été très émue par tout ce qui se passait et j'ai compris en fait qu'il fallait aussi sortir un petit peu de sa zone de confort et de parler de soi, de dire qui on est, s'affirmer en tant que personne et partager avec les étudiants son histoire, parce que autant que cette histoire soit racontée par moi pour que ce soit une vraie histoire, vu que de ce que j'ai appris ces derniers temps, l'histoire est souvent remise en question. Donc je préfère, dans mon cas, raconter mon histoire et c'est peut-être banal ce que je vais dire, mais peut-être donner un peu d'espoir et de courage et d'audacité aux plus jeunes. Parce que finalement, quand je réfléchis il y a une caméra, donc je peux quand même regarder la caméra, quand j'ai réfléchi, c'était pas évident. C'était pas évident. Aujourd'hui, je suis contente, très heureuse, je partage beaucoup et je continue à travailler, j'adore ce que je fais, mais quand je me souviens de comment on a démarré, c'était pas du tout facile et c'était pas du tout évident. Et je pense qu'il fallait beaucoup de courage, beaucoup de souffle, beaucoup de ténacité. C'était un marathon et je souhaite le donner à tous et leur dire que c'est possible. Quand on a un rêve, une aspiration, il faut tomber sur les bonnes personnes, les bonnes rencontres et puiser en nous nos talents et nos savoir-faire pour pouvoir arriver à réaliser nos rêves et nos projets. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Et je pense qu'en rien, c'est une banalité. Le fait de dire que vous voulez, si vous voulez, donner de l'espoir, leur montrer ce qu'est la ténacité et aussi, de cette manière, stimuler leur audace et leur courage. Et c'est d'ailleurs ce que je pense que vous allez faire à travers ce podcast-là. Il y a vraiment aussi cette importance d'inspirer les plus jeunes et leur montrer la voie. Alors peut-être commençons un peu. Vous dites que les débuts étaient peut-être pas aussi simples que votre situation aujourd'hui. Est-ce que pour revenir sur ces débuts-là, alors de l'extérieur, moi je vois vous monter la banque avec vos deux frères. Oui, alors ça c'est oui, pour y arriver déjà, c'était d'abord
Vous voulez commencer par la banque si vous voulez. Non, commençons peut-être au commencement alors. Euh, Dites-moi qu'est-ce qui se paraît le plus logique pour commencer l'histoire. D'abord, il y a l'histoire familiale, que mon père a été au Maroc quand je suis née là-bas, qu'ensuite il est parti en Israël quand j'étais très jeune, en 71. Oui, il était en 71. Ariel venait de naître, Ariel qui était mon petit frère, qui est HEC d'ailleurs, et c'est en sortant d'HEC qu'il a fondé Oana & Co. Donc il y a 30 ans, et je l'ai rejoint. Et on a réussi à convaincre Laurent plus tard, Laurent qui était parti en Amérique, à nous rejoindre. Donc le fondateur, celui qui a créé, qui était l'entrepreneur de départ, c'est lui. Donc je faisais cette parenthèse pour dire que 71, on arrive en Israël, 73, et il y a la guerre de Kippour qui m'avait marquée, puisque j'avais à l'époque un jeune âge, mais j'avais été très marquée par cela. Et ensuite, je me souviens d'être rentrée à Paris vers l'âge de 16 ans et terminer mon baccalauréat ici. Et ensuite, aller à l'université Paris-Dauphine, puisque bon, j'avais une mention, etc. Et j'avais une équivalence. Et à Dauphine, j'ai décidé de faire finance, alors qu'à la base, j'étais une artiste. J'étais l'artiste de la famille, j'étais la rêveuse de la famille. Et il se trouve que j'ai découvert que la finance était quelque chose qui me convenait bien. Et parce que c'était du bon sens et de la logique. C'était pas si compliqué que ça. C'était vraiment les équilibres entre l'actif, le passif, comprendre. C'était des raisonnements de bon sens. Donc, il se trouve que j'avais de très bonnes notes et que j'étais moi-même étonnée par moi-même. J'avais d'ailleurs étonné toute la famille. Et donc voilà le résultat. Et ensuite, j'ai travaillé dans des banques. Je vous passe sur le fait que mon père a connu des hauts et des bas à ce moment-là, puisque c'était un très haut fonctionnaire. Il avait construit des raffineries de pétrole au Maroc, qu'ensuite en Israël il avait redémarré à zéro, il avait tout lâché dans les nouvelles énergies, tout lâché au Maroc pour se lancer dans les nouvelles énergies, que moi j'ai participé à toutes ces histoires, que je l'ai vu redémarrer à zéro, et on était toute la famille derrière lui à chaque fois, on revivait chaque aventure, les panneaux solaires, les pacemakers, tout ce qui était nouvelle technologie en Israël, était 20 ans en avance par rapport à tout le reste. Donc on était là, on respirait avec lui, on vivait avec lui, mais c'était pas du tout facile. Et ensuite, quand il est arrivé à Paris, redémarrage de zéro, avec à nouveau remise en question du projet familial, de ses projets, et de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on allait faire. Et bien entendu, il a beaucoup misé sur les enfants, sur les études, et il nous a beaucoup poussé. Pour lui, c'était le plus important, c'était que les enfants aient un avenir. Donc Laurent est parti à New York, moi je suis restée j'ai fait Dauphine, et Ariel donc elle est rentrée à HEC, elle est rentrée 10e, et elle était assez brillant. C'est quelqu'un qui capte bien, qui a un très bon cerveau. Laurent est le visionnaire de la famille. Et il a été aux États-Unis, c'est un des grands experts de la Silicon Valley. Et moi, j'étais un peu la créatrice, l'artiste, et plus tard, celle qui a été très très bonne en connexion, en relations humaines et connaître les gens. Voilà. Et donc, c'était évident pour vous de monter ça ensemble? Pas du tout, pas du tout. Au début, j'étais dans une banque et j'avais une sécurité financière à laquelle je ne vais surtout pas renoncer. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que à la banque, j'ai créé le secteur du luxe après avoir été dans plusieurs secteurs qui étaient réservés aux hommes. Qu'à chaque fois, j'essayais de me faire une place, et que finalement, le secteur du luxe, qui était un tout petit secteur à l'époque, parce que Bernard Arnault venait à peine de racheter Boussac, dans lequel il y avait Dior, et que Pinault ne s'y était pas encore mis, il était encore dans le transport, et que ce secteur était encore
naissant. Il y avait Chanel qui m'a fait confiance. Et c'est eux et LVMH m'ont fait confiance les premiers. Ça, je reconnaîtrai, j'aurai ma reconnaissance vis-à-vis d'eux éternellement. Donc j'avais démarré ce secteur du luxe à la banque. Et justement, là, j'avais un avantage parce que les hommes n'y comprenaient rien. Très honnêtement. Et donc, ce secteur s'est bien développé. Et lorsque j'ai vu que beaucoup de clients venaient vers moi, notamment Chanel, qui m'avait vraiment grand ouvert leurs portes, je leur avais vendu RS, et que j'avais Ferragamo aussi, qui m'avait fait confiance, qui m'avait tout de suite donné un mandat, que j'avais Patrick Howell chez LVMH qui m'avait donné tout de suite un mandat sur Van Cleef & Arpels, que j'ai vu que j'étais capable de faire ça. J'ai compris que, en fait, que ça naissait de ma tête, que c'était dans ma tête que ces idées arrivaient et qu'elles m'appartenaient et que c'était grâce à ces idées que j'arrivais à créer de la valeur ajoutée et faire de la transformation et faire des deals. Et j'ai compris que ça venait en fait de moi. À un moment, alors bien sûr, il faut une équipe, il faut être bien entouré, il faut avoir un bon avocat avec soi, il faut avoir des très très bons techniciens. Mais au final, je suis allée vers mon frère qui, lui, avait refusé, en sortant d'HEC, avait refusé des offres de grandes banques d'affaires que je vais taire les noms, mais c'est les plus prestigieuses, je lui avais fait des offres. Et aux grandes dames de mes parents qui n'étaient vraiment pas contents, il avait préféré être entrepreneur et dans les petits bureaux de Boulogne, ouvrir sa petite boîte dans la technologie. Donc, dans les bureaux de mon père, il y avait cette start-up de mon frère qui au début s'appelait Media Invest. Et moi, un jour, je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, je veux te rejoindre. Et il m'a dit, mais tu es folle, tu as l'âge d'avoir des enfants, tu as la sécurité à la banque. Quand on a des enfants dans une banque, on a 9 mois à payer, fais 4 enfants, débrouille-toi. Et je dis, oui, mais là, c'est le moment et je veux m'associer avec toi. Et je suis prête à renoncer à tout pour y arriver. Et heureusement, on avait des amis américains qui étaient... avec qui on allait skier à Val d'Isère et qu'on avait connu justement à travers le sport, les loisirs et on s'aimait beaucoup et il se trouve que c'était une des plus grandes familles immobilières des États-Unis. C'est la famille Milstein, Edward et Howard Milstein, et à chaque fois ils rigolaient et disaient mais tu as fait combien de deals cette année et quelle reconnaissance tu as eu de la banque? Je disais, et je n'osais même pas en parler. Donc il m'avait dit, le jour où tu es prête, j'investis chez vous et je serai minoritaire et vous créez votre propre banque. Et je crois que pendant 3 ans, je lui avais dit non. Et donc, je suis allée voir Ariel, je lui ai dit, écoute, avec toi, on le fait. Et je pense que... Donc, on a pris ce café un dimanche, on était en train de faire du sport. Ariel adore jouer au tennis. Je l'avais chopé à la fin d'un match où il était de bonne humeur. Il m'a dit, bon d'accord, ok, on le fait. Donc on a prévenu Edward Milstein et il nous a dit, très bien, vous voulez combien? On a été très raisonnable. Je crois qu'il avait fait un chèque. Et j'ai ensuite, au bout de 3 semaines, j'ai annoncé ma démission à la banque, ce qui a rendu dingue mon patron, qui n'y croyait pas. Et qui m'avait dit, écoutez, c'est pas compliqué, les dossiers que vous avez apportés à la banque, puisque vous ne nous demandez rien, vous ne demandez pas d'indemnité de départ, juste vous démissionnez. Tous les dossiers que vous avez apportés à la banque, on vous les apporte dans la corbeille de votre nouvelle banque d'affaires, 50-50. Donc tous les mandats que j'avais apportés à la banque, je les avais en 50-50 avec ce qui s'appelait à l'époque Media Invest, puisque le nom de Oana & Co, on n'avait pas voulu tout de suite l'affirmer. Oui, on voulait être sûr que la banque allait devenir solide avant de mettre notre nom.
Okay. On aime beaucoup notre nom puisque Ohana veut dire fleur en japonais. Il veut aussi dire famille en hawaïen. Vous avez toujours dans le film Disney La Petite Sirène qui dit Ohana means family and family means you never leave anyone behind. Et donc pour moi c'était très important que l'on puisse avoir ce nom, mais ne l'assumer qu'une fois qu'on savait que la banque réussirait. Alors notre principe a été de ne plus demander un seul dollar au Milstein, même si c'est une famille, une des 4 plus importantes familles de New York, en tout cas dans l'immobilier. On ne leur a pas demandé un seul dollar de plus et on s'est débrouillé en faisant le deal et en y allant petit à petit. Donc, il y a eu des jours où c'était pas facile. Ariel rentrait dans mon bureau en me disant je t'entends souffler, je t'entends respirer, donc s'il te plaît, sois plus zen. Et je me disais, mais j'ai été un peu folle parce que j'ai sauté en parachute et je ne suis même pas sûre de trouver un filet en bas. Donc ça a été la première phase. Et la phase accélératrice de la banque, à mon niveau, ça a été à partir du 11 septembre 2001. Je suis très affectée par ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi les gens dansent dans ma rue, à Paris, à la Bastille. Certains amis me font comprendre certaines choses qui font que je me dis j'ai pas envie de rester à Paris pour l'instant, je vais partir à New York. D'accord. J'ai envie de me retrouver avec les gens de New York qui sont tristes en ce moment et les soutenir. Mon frère Laurent était proche des tours au moment où il y a eu le problème, donc on a vécu ça en live. J'avais d'ailleurs en ligne un des propriétaires de Chanel. Je l'avais appelé pour lui demander s'il était bien. C'était un moment, fort. Donc, après le 11 septembre, je pars à New York. Et cela a été probablement une des choses les plus intelligentes que j'ai faites dans ma vie. Je suis partie comme ça, sans connaître personne. Et en fait, New York était dans une période de renaissance incroyable. C'était une période où les gens, vous savez, après une crise, les gens veulent renaître, il y a une créativité, il y a un entrepreneurship extraordinaire. Et ça s'est passé aussi au niveau des femmes, des entrepreneurs femmes. Alors, j'ai eu un petit cadeau avant de partir, c'est que Women's Wear Daily nous suivait déjà et nous couvrait. Et à ce moment-là, on décide de mettre le nom Ohana & Co parce qu'on avait quand même fait quelques beaux deals. Et on est repéré, je suis repérée par Time Magazine juste avant de partir à New York. Et ils font un article sur les 20 femmes qui comptent le plus dans la mode. Donc, dans la mode et la beauté. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. Oui. Donc, les 10 femmes qui sont déjà très importantes, il y avait Anna Wintour, Donna Karan, Erin Lauder, la petite fille Lauder, et les 10 femmes qui montent. Et dans les 10 femmes qui montent, j'étais là. Donc, j'arrive à New York avec tapis rouge, avec les gens qui m'invitent, les New-Yorkaises qui m'invitent, Time Magazine qui m'invite à parler. Et donc, je me retrouve dans un circuit, je fais la connaissance de Tory Burch au moment où elle est encore très jeune, je fais la connaissance de Maureen Kelly, la fondatrice de Tarte, qu'on a vendu beaucoup plus tard au groupe Causé pour quelques centaines de millions. Mais je veux dire, à l'époque, c'était des toutes petites marques. Tory Burch ne faisait que 3 ou 4 millions à l'époque quand je fais sa connaissance. Donc, je fais connaissance de femmes incroyables. Je fais connaissance de Carissa Chains, qui était la fondatrice de Hourglass. Et on se retrouve toutes à déjeuner chez Barnier, à prendre des thés, à se rencontrer, à échanger sur les projets d'entreprise qu'elles faisaient. Elles me montrent leurs cosmétiques.
Et on parle est-ce qu'il faut rentrer chez Sephora, est-ce qu'il ne faut pas rentrer, est-ce qu'il faut rester dans les department stores. Voilà, et on fait connaître. Voilà, donc pour moi, New York, ça a été extraordinaire, puisque ces connaissances, ces amitiés sont des amitiés avec lesquelles on a grandi. Et ce sont des relations de confiance où plus tard, lorsque ces personnes sont devenues très importantes et très en taille, ils nous ont confié ces mandats qu'elles préféraient nous confier plutôt qu'à des très grandes banques d'affaires qui les approchaient. Mais j'allais revenir sur ce point-là parce que c'est intéressant, vous parlez de l'étymologie de Ohana, qui veut dire famille à Hawaï. Mais il y a aussi, en fait, c'est plus que seulement une entreprise que vous montez avec vos deux frères. C'est en fait un art de vivre. Vous parlez de ces connaissances-là que vous faites à New York, où ils font que 3-4 millions. Et puis demain, qui vont faire des centaines, qui vont revendre plus de quelques centaines de millions. Mais si vous voulez, pourquoi est-ce qu'ils sont pas partis ailleurs? C'est parce que vous avez créé en fait ce cocon-là familial. Oui, alors, c'était pas, très honnêtement, il n'y avait pas, c'était spontané, c'était pas calculé, c'était pas réfléchi, je ne savais pas que ces filles allaient devenir importantes. Moi-même, j'étais toute seule à New York, je faisais du dating aussi, j'ai eu mon fils d'ailleurs, mon fils là-bas, et plus tard j'ai eu ma fille. Donc heureusement, ça m'a apporté bonheur. Mais ce que je veux dire, c'est que je cherchais plutôt à me faire des amis, à comprendre le monde, à me rapprocher de gens, de la culture new-yorkaise. D'où le thé en famille, en fait. Voilà, le thé en famille, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je peux aussi vous dire que plus tard, les événements que l'on fait aussi chez Ohana & Co, c'est vrai que je me suis inspirée de pas mal de choses. J'avais lu le livre de Jacques Attali sur un homme d'influence sur Sigmund Warburg, lorsqu'il a créé sa banque, le fait qu'il avait fait ses études, ses stages et ses premières armes chez Lazare, et donc le grand-père de Michel David-Weill, de feu Michel David-Weill, que j'aimais beaucoup, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, et qui était un homme charmant. On avait fait des dîners avec son épouse et des amis. C'est un monsieur qui avait beaucoup d'humour et énormément de connaissances. Donc son grand-père avait reconnu que c'était grâce aux dîners et aux réceptions organisées par sa femme avec les équipes de Warburg, de Lazare, auxquelles le jeune Warburg assistait, que la banque s'épanouissait. Donc c'est vrai que j'avais peut-être ça en mémoire. J'avais aussi, par exemple, je m'étais occupée du musée d'Israël. J'étais la présidente des jeunes amis du musée d'Israël, là où sont gardés les parchemins de la mer Morte à Jérusalem. Donc pendant 10 ans, j'ai été présidente de ce jeune comité. Et une aile, un département qui est gardé au musée de Jérusalem a été donné en cadeau par Helena Rubinstein. Donc je me suis retrouvée à une réception à l'honneur d'Helena Rubinstein avec ses descendants à New York. Et ils avaient fait la réception au MoMA, et je me souviendrai toujours du livre qu'on m'a offert et des anecdotes du livre de Helena Rubinstein. Alors la première anecdote qui m'a marquée, c'est qu'elle voulait rentrer elle voulait acheter un appartement dans New York. Et vous savez, à New York, vous avez les coops. Maintenant, il y a les condos, mais vous avez le système des coops pour entrer dans les très très beaux appartements de Park Avenue. Aujourd'hui encore, il faut être coopté. Et à l'époque, la coop n'avait pas voulu de cette dame parce qu'elle était juive. Et donc, Helena Rubinstein, qui était une petite femme, sans complexe, avait tout simplement acheté l'immeuble entier. Et elle avait donc viré elle-même les habitants de l'immeuble. Et c'était elle qui cooptait les gens. Et il y avait un toit sur l'immeuble qui est devenu légendaire, sur lequel elle faisait ses réceptions. Et elle faisait d'ailleurs des défilés de mode. Et pendant ces défilés de mode, elle faisait la promotion de sa marque Helena Rubinstein. Et c'était devenu viral et ça avait beaucoup aidé. Or, il se trouve qu'on a un toit maintenant chez Ohana & Co
dans nos bureaux et j'aime beaucoup faire des réceptions sur le toit. D'accord. Et voilà, et recevoir. Des défilés peut-être bientôt? Pas des défilés de mode, mais j'aime bien avoir des personnes qui viennent présenter leur marque et parler de ce qu'elles font. Mais encore une fois, je vous ai dit, on aime organiser des événements intelligents, inspirants. Je peux vous donner 2 exemples récents. Ouais. On a eu, par exemple, Elisabeth Azoulay qui est venue nous parler récemment de son livre 100 000 ans de beauté, qui avait été sponsorisé par L'Oréal et par la famille Meyers, qui est une bible sur le monde de la beauté, sur le passé et la vision vers où la beauté, le monde de la beauté va, Okay. qui est un puits de connaissances du monde de la beauté. Et puis on avait eu aussi, par exemple, sur le toit, sur la terrasse, on a eu Frédéric Mancel qui est venu nous parler de Géopolitique. Hein. géopolitique devant des investisseurs le 6 octobre, la veille, le 6 octobre des 50 ans de la guerre de Kippour, qui était donc un sujet cher auquel mon père est venu d'ailleurs assister, puisque mon père y était. Et donc les 50 ans, et aussi des accords d'Abraham en parlant des espoirs de paix. D'accord. Voilà, et les investisseurs étaient très heureux de cette réunion. Donc on aime bien avoir des rencontres où on apporte de l'intelligence et où les gens se disent qu'ils ressortent plus riches et plus heureux. Et bien entendu, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est aussi notre engagement pour l'environnement et les marques à mission. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait donc plus tard à New York, avec Susan Rockefeller et avec Cara Ross, qui se sont jointes à cela. Mais alors ça, c'est une autre étape qui est faite, on va dire, 7 ans après mon arrivée à New York. D'accord. Alors, peut-être avant d'aborder cette prochaine étape-là, c'est drôle parce que moi j'avais préparé un peu l'interview, j'avais vu quelques interviews que vous avez données, et vous donnez cette citation dans le Forbes de France. Vous dites la clé du bonheur et du succès réside dans les personnes avec lesquelles on s'associe. Et je crois que j'ai même pas besoin de vous demander pourquoi, parce que vous venez de faire un peu l'historique en 20-30 minutes. Mais il faut quand même ajouter que on va s'associer avec des gens, on va faire des rencontres. Il y a des gens qui vont rencontrer des personnes et qui vont passer à côté. Or, je ne dis pas qu'il faut absolument trouver toujours une idée quand on rencontre quelqu'un, mais déjà, il faut donner. On rencontre des gens, on rencontre des talents, et on se dit, tiens, mais tel talent, il devrait faire ceci aussi. Et il devrait faire cela aussi. Et il devrait rencontrer un tel. Et il devrait aller voir ça. Et son talent, il n'a pas assez mis en lumière. Ça peut être pour un artiste, ça peut être pour un entrepreneur. Et c'est dingue, mais vous voyez les choses, ça vous paraît évident que vous pouvez l'aider, qu'il y a plein de choses que vous pouvez lui apporter. Et donc c'est ça un peu que je vois et que je visualise et que j'ai toujours envie de donner. Et alors c'est vrai que quand vous donnez, je ne sais pas pourquoi, mais l'univers vous le rend d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc les rencontres font que vous avez souvent des inspirations et vous vous dites je vois ici, mais vous pouvez, mais c'est pas forcément dans mon métier avec les entrepreneurs, ça peut être aussi avec des amis, ça peut être avec des artistes ou avec même des amis écrivains. J'ai toujours une idée, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, et ils adorent, les gens adorent. Alors maintenant je me demande, comment est-ce que vous choisissez vos clients avec cette vision-là que vous avez? Alors, est-ce que c'est moi qui les choisis ou eux qui me choisissent? Je vais quand même pas avoir la prétention de dire je les choisis. Alors c'est vrai que c'est d'abord eux qui viennent. Oui, bien sûr. C'est eux qui viennent et qui décident qu'on leur convient. Je pense qu'on va démarrer par l'impulsion des personnes qui décident, des entrepreneurs qui décident de venir nous voir.
je dirais que pour les très grands groupes, c'est une envie de trouver un savoir-faire. Okay. Certains grands groupes nous ont dit « We want Ohana's Magic ». Voilà, je ne sais pas si je peux citer les groupes anglo-saxons américains qui ont dit Ohana's Magic, we want you to do it and we know you're going to obtain us the best price. Et des fois, they are more convinced than I do. Okay? Donc, ils sont encore plus convaincus que moi, mais je les remercie pour leur confiance. Et en ce qui concerne les entrepreneurs, il y a une comment dire, une identification, puisque à partir du moment où nous-mêmes avons été entrepreneurs et sommes entrepreneurs, on connaît leurs états d'âme, on connaît leurs préoccupations, on voit comment ils raisonnent et on peut complètement se mettre à leur place. Et ça, ils y sont très sensibles. On est quand même première génération de banque d'affaires, donc on est fondateurs comme eux. Ouais. Et donc il y a ce côté-là qui fait qu'ils se sentent bien avec nous et qu'ils se disent bon, ils sont comme moi et ils vont raisonner comme moi et ils savent que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis d'avance et qu'il faut toujours jusqu'au dernier moment être créatif, trouver la bonne idée, résoudre les problèmes parce qu'il y a toujours des problèmes et jusqu'au closing, parce que finalement, les gens viennent ici, ils vous confient leur bébé, leur société, pour qu'elle soit vendue dans les conditions optimales, à la meilleure valorisation, au meilleur moment et au meilleur acheteur. Ouais. Donc, ils vont nous demander si ils viennent au bon moment, et bien entendu, il y a toujours des paramètres compliqués, parce que c'est jamais simple. Hein. Et jusqu'au moment où l'encre est séchée sur le bas du contrat, le deal n'est jamais acquis. Oui. Et naïf est celui qui croit que le deal va se faire facilement. C'est faux. Et il y a toujours des pépins à résoudre. Et donc, il faut avoir une âme d'entrepreneur pour comprendre comment une entreprise fonctionne et pour comprendre ce que vous dit l'autre personne. Il ne faut pas se dire pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça. Et on comprend qu'il y avait un impératif à ce moment-là, on comprend pourquoi la boîte a été structurée d'une certaine manière. On les comprend et on ne se pose même pas la question, on essaye simplement de résoudre les problèmes et de faire en sorte que la mariée soit très très belle pour le jour du mariage. Donc, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, vous venez d'une famille d'entrepreneurs, vous avez évoqué votre père. Votre frère, en tout cas Ariel, entrepreneur, vous aussi entrepreneur. Laurent aussi, puisqu'il était à New York et énormément entrepris. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon entrepreneur ? Un bon entrepreneur. Alors, déjà quelqu'un qui a de la ténacité, qui sait entraîner une équipe avec lui, parce que quelqu'un qui est seul et qui va vous dire qu'il ne doit rien à personne, c'est pas un bon entrepreneur. Quelqu'un qui s'est fait tout seul, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi. Okay. D'accord ? Ou alors un énorme ingrat. Mais ça n'existe pas. Quelqu'un qui réussit, c'est parce qu'il a su donner et recevoir. Et quelqu'un qui doit énormément à beaucoup de gens, en général, est quelqu'un qui a très très bien réussi. Et surtout quand il le reconnaît. Et il le doit à ses associés, à ses clients et surtout à ses équipes, aux personnes qui travaillent avec lui. Yeah. Donc, c'est ça pour moi un entrepreneur. Et c'est quelqu'un qui s'est insufflé à toutes ces personnes-là la confiance, l'envie de venir travailler tous les jours, l'envie d'avoir des idées, l'envie de se défoncer, l'envie d'avoir envie. Je pense que c'est le bon moment pour reprendre l'histoire qu'on avait commencée. Donc vous êtes à New York. Oui. Ça se passe plutôt bien. Vous dites que vous avez le tapis rouge qui arrive avec les articles. Mais alors, voilà, racontez-nous comment vous faites pour entretenir cette magie-là, pour entretenir vos relations.
Petit à petit, moi j'étais surtout, il y avait un objectif personnel, puisque je me disais qu'il était temps quand même que j'ai un enfant, déjà un premier, et un deuxième, ça aurait été un immense luxe, mais bon, tout ça c'est arrivé. Et c'est très important pour l'équilibre, parce que quand on fait ça, comme disait ma grand-mère, chaque enfant apporte la prospérité. Elle en a eu 6. Donc, prospère alors. Exactement. Donc, chaque enfant apporte sa part de prospérité. Et c'est ce que j'ai toujours dit à mes amies entrepreneuses lorsqu'elles viennent et qu'elles hésitent et qu'elles me disent « j'ai une entreprise, j'ai pas le temps d'avoir des enfants ». Je dis « trouvez-le, parce que ça va vous apporter la prospérité et ça va vous apporter l'équilibre pour pouvoir encore plus décupler dans vos affaires et dans votre entreprise ». Donc, pour moi, c'est la première chose. Et je peux vous dire que c'est des conversations que d'autres banquiers d'affaires n'ont pas avec les clients. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, alors oui, je suis invitée par exemple à des événements comme Forbes, par Moira Forbes, sur les gens qui réussissent. Et là, je me dis, mais je ne comprends pas. Le monde est en train de changer et je suis invitée à des réunions de femmes, des summits avec des femmes et des hommes, où l'interview c'est « racontez-moi comment vous êtes devenu riche, comment vous avez réussi ». Je me dis « mais c'est pas ça et c'est pas ce que me racontent les clients ». Les clients me racontent pourquoi ils ont envie de réussir, quels ont été leurs problèmes dans leur vie et où ils ont envie de donner. J'ai des clients qui, par exemple, chacun vit une histoire où il avait envie de créer une fondation pour guérir une maladie parce qu'il y avait eu un problème dans la famille, ou pour créer quelque chose pour des enfants parce qu'il y avait des gens qui avaient été orphelins. Les gens ont souvent mal quelque part quand ils décident de créer. Et leur envie de réussir, elle est en général innée par une envie de changer quelque chose sur la Terre. Être riche pour être riche, ça ne veut rien dire. Ça, c'est la personne qui veut simplement ça, c'est pas... D'abord, c'est très pauvre et c'est vide de sens. Donc la première chose que j'ai créée après les rencontres chez Forbes, je me suis dit, moi, je vais créer mon propre event qui va s'appeler Success for Progress, où j'ai invité des entrepreneurs qui avaient réussi à venir parler de leur fondation. Donc j'avais invité par exemple, je me souviendrai toujours de Anne Fontaine, de Chantecaille, c'était les premières personnes, donc de Maureen Kelly, de Tarte, et qui avaient créé quelque chose qui avait un sens. Et puis je fais une rencontre, j'organise quelque chose avec Mathilde Thomas de Caudalie, et à New York, qui voulait mettre en valeur ses activités aux États-Unis, le très joli spa qu'elle avait créé. Et je fais la rencontre de Suzanne Rockefeller pendant cet événement, où j'avais invité notamment John Kluge, qui est un héritier, qui est une des personnes les plus riches des États-Unis, l'héritier qui avait créé Toilets for Hackers, c'est-à-dire créer des toilettes dans le monde entier. On découvrait par exemple que la moitié de la planète n'a pas de toilettes. Okay. Et que par exemple, je lui avais demandé d'en parler comme c'était un événement avec des femmes. Je lui avais dit, bon, trouve-moi un angle féminin. Find me a feminine angle before you speak about toilets for hackers. Et surtout aussi pour ne pas choquer les femmes. Et je pense qu'il a encore plus choqué les femmes parce qu'il a expliqué que c'était très important d'avoir des toilettes par exemple en Inde ou en Afrique, parce que les petites filles au bout de 12, 13, 14 ans, lorsqu'elles ont leurs règles, elles sont obligées de quitter l'école. Et et je dis, il y avait là toute la presse et je dis, mais c'est plus important, c'est très important de dire ce genre de choses. On n'est pas là juste pour parler de beauté et de lifestyle, c'est très important de parler de ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement. Il y avait aussi le frère de Scooter Braun ce jour-là, la personne qui avait découvert Justin Bieber.
Ok. qui avait créé Pencil for Promise, qui crée des écoles en Afrique, en Inde, pour faire en sorte que les enfants apprennent à lire et à écrire. Donc ce monde de la philanthropie, je l'ai découvert, je l'ai adoré, j'allais à des soirées à Harlem, j'ai beaucoup aimé ce monde-là. Et j'ai fait la rencontre de Susan Rockefeller qui m'a dit « J'adore ce projet et je veux m'associer à toi ». Et je lui ai dit « Très bien, mais je vais peut-être changer un petit peu le concept de Success for Progress et je vais créer plutôt Brands for Mission, Brands with Mission ». Pourquoi ce changement? Parce qu'en fait, j'ai réalisé qu'il ne fallait pas attendre qu'une personne ait réussi pour vouloir changer le monde. En fait, le monde changeait le monde devait changer dès qu'un projet d'entreprise prenait naissance. Donc, les jeunes entrepreneurs qui arrivaient avec leur projet d'entreprise avaient déjà incorporé et intégré une mission sociale dans leur projet. Que cela soit pour le giving back, que cela soit pour les formulations, des meilleures formulations, plus saines, dans leurs produits, dans la manière de faire, des manières plus éthiques de fabriquer les vêtements ou de fabriquer des bijoux. Donc, il était évident qu'il fallait mettre en valeur les jeunes entrepreneurs qui voulaient changer le monde. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un impact même dans la création, donc au début en fait, de la création de l'entreprise. J'ai changé du monde des philanthropes, des gens qui étaient déjà des philanthropes, au monde des jeunes entrepreneurs qui voulaient changer le monde. Et là, j'ai trouvé ça encore plus passionnant et plus fascinant. Et avec du recul, est-ce que peut-être aussi Oana Co avait déjà une mission en elle lorsqu'elle a été créée? Non, notre première mission, c'était pour Ariel et Laurent, ça a toujours été clair. Pour Ariel, et pour moi aussi, c'est de satisfaire notre client, d'exécuter le job, de faire le job et de faire la transaction dans les meilleures conditions optimales et surtout dans la plus grande discrétion. C'est pour ça qu'on ne parle jamais. En général, le deal est annoncé avec l'autorisation du client ou alors il n'est pas annoncé. D'accord. Mais notre objectif, c'est d'abord de faire en sorte, quoi qu'il arrive, jour et nuit, que notre client soit heureux et qu'il nous serre la main en nous disant merci. J'ai bien fait d'être avec vous. Voilà. Pour revenir un peu sur cette avancée-là du projet que vous avez maintenant avec Susan Rockefeller, moi je trouve ça assez novateur. Oui. Dans la mesure où vous avez fait ce pas-là, vous êtes dit, premier pas en fait, c'est le succès, c'est pas l'argent, le succès c'est une certaine liberté pour pouvoir imposer ou pour pouvoir en fait donner sa vision du monde, du progrès, pour pouvoir en fait faire que le monde progresse plus rapidement, parce qu'effectivement quand on est successful, on a plus d'auditeurs, etc. Et puis ensuite, dernière étape, c'est finalement on n'a pas besoin d'attendre ce succès-là pour pouvoir déjà avoir une certaine écoute. Et pourquoi est-ce que je trouve ça novateur? Parce que c'est quand même un sujet très contemporain. L'idée d'avoir un impact, de vouloir avoir un impact dans un monde où en fait on se rend compte que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique toque à notre porte, est déjà là. Non, c'est très novateur, je trouve. Alors, ça a démarré, on avait démarré ça il y a 10 ans et ça a donné naissance, je dirais. Donc après, je rentre à Paris. J'ai ma fille, je rentre à Paris avec elle, donc et arrive le Covid. Ok, oui. Et ce que je peux vous dire, c'est que Brands with Mission, on l'a continué donc de New York à Paris, avec des entreprises à mission qu'on a rencontrées en France, qu'on a adorées. Et pendant le Covid, on a créé un incubateur et on s'est mis à investir dans des marques à mission. Et on en est très très fiers, avec certaines qui réussissent d'une manière assez incroyable. Donc finalement, ces événements de Brands with Mission,
sans le vouloir au début, sont devenus des pépinières pour que nous puissions investir et puis suivre ces sociétés et les aider à devenir très importantes. Parce qu'en fait, finalement, le marché a suivi. Nous, au début, on se disait, est-ce qu'on va heurter le marché? Est-ce qu'on va choquer les gens en disant qu'on veut soutenir les marques naturelles? Parce qu'en fait, le marché, s'il n'y est pas, ça risque de heurter. Or, il se trouve que le marché, au contraire, maintenant, est à la recherche d'investissements dans le secteur et qu'on a eu raison justement de miser sur ces sociétés et de les découvrir bien en amont. On en parlait un peu plus tôt dans l'interview, vous dites il faut donner et que l'univers nous le rendra. Là, vous donnez l'exemple de vous avez donné à travers votre fondation, à travers votre mouvement. Et puis en fait, ça vous a donné en fait, une pépinière de plein de petites entreprises qui aujourd'hui sont un succès et que vous ne pensez pas, parce qu'au début c'était vraiment l'idée de donner, enfin en tout cas de donner, on va dire. Suivre son instinct et son cœur. Et puis après, tout d'un coup, ça fait sens. Vous dites, ah purée, mais j'ai suivi, je l'ai vraiment fait par coup de cœur. Et finalement, it all makes sense. Ça fait sens. Et où est-ce que vous voyez Ohana & Co dans quelques années? Est-ce que vous avez des développements futurs Alors, je serais très fière de vous dire que donc, la banque va se développer. Vous m'avez demandé pourquoi pas Fratrip, parce qu'au début, d'abord, la banque, il y a beaucoup de collaborateurs maintenant qui font pas partie de la famille et qui sont instrumentaux et qui sont très très compétents et qui font partie du visage de la société. Ça me ferait très plaisir qu'il y ait des générations futures qui viennent, que ce soit des jeunes, c'est pas forcément nos enfants à nous, mais d'autres jeunes qui soient inspirés et qui ont envie de poursuivre cette aventure, cette histoire, cette banque première génération qui a osé quand même s'investir dans des causes un petit peu avant les autres quand même, quand j'y pense bien, parce que maintenant je vois les fonds d'impact arriver et les plus grands private equity maintenant dédient entre 15 et 20% de leurs assets pour des investissements responsables. Et j'espère que dans l'avenir, ce ne sera pas 20%, mais ce sera 80%, et qu'on en fera partie. Qu'on sera complètement... qu'on aura évolué dans ces secteurs-là de consommation intelligente et de transformation intelligente pour une meilleure planète. Donc votre banque, elle est spécialisée dans le secteur du luxe, de la beauté et du digital. Alors, oui, mais on fait aussi, on fait pas mal d'autres choses. On fait de l'assurance. Si vous regardez nos références sur ohanaco.com, vous verrez qu'il y a eu des deals qui ont été dans le domaine médical, mais vous pouvez dire aussi que c'est du tech. Oui. Parce que, donc, en tout cas, vous avez cette particularité que vous êtes peut-être spécialisé dans la beauté, le luxe. Partons de cette... Tout ce qui est bien, on va dire bien de consommation, wellness, beauté, et c'est vrai maintenant, oui, beaucoup le tech. Ok, et pour vous, quelles sont les grandes tendances de demain? Quelle est votre vue sur ce secteur? Très honnêtement, je pense que la mode va être de plus en plus confortable, lifestyle, sportive, qu'elle sera de plus en plus avec des matériaux légers et techniques. Je pense que le luxe et le savoir-faire continueront à être primordiaux. C'est très important, tout ce qui est haut de gamme, et que heureusement que le savoir-faire se transmet. Et je vois de plus en plus de pays étrangers à la recherche d'entreprises qui ont un savoir-faire pour pouvoir justement l'importer chez eux. C'est pas évident d'importer.
Je pense, comme disait Elisabeth Azoulay pour l'avenir de la beauté, que vraiment je m'inspire d'elle, que pour la beauté, on a maintenant, on sait traiter nos peaux, on a des peaux de plus en plus belles, donc on n'a pas besoin de maquillage lourd, on a besoin de maquillage léger, et que maintenant la beauté va se tourner vers la longévité pour le bien-être, puisque la vie se rallonge et il faut maintenant s'occuper de comment faire en sorte que les gens vivent mieux et plus longtemps. Et donc on va être de plus en plus tourné vers ce côté-là. Et tout ce qui est technologie pour aussi transformation de nouveaux matériaux. D'ailleurs, dans notre incubateur, je dirais qu'on a, à part, je peux vous citer les sociétés dans lesquelles on est. Alors, on est chez What Matters. On est très fiers. C'est une société d'hygiène familiale qui est très éthique. On est chez Respire. Tout le monde connaît Respire. On est en gros parlant. Très sportif. On est par exemple on était dans l'entreprise du Petit Prince Production qui a aussi créé Ladybug, mais ça c'est terminé puisque ça a été vendu à Xavier Niel et sa société Media One. Ensuite, on est chez Element 8, qui est une marque skincare très haut de gamme. Je regarde les entreprises, je ne les connais pas toutes par cœur. On est chez Angela... Pardon ? Cos. Oui, absolument, qui est une femme extraordinaire, Sophie Alouche, qui a son propre laboratoire et qui crée des produits 100% naturels. Vraiment extraordinaire, cette femme. On est chez FaceD, qui est italien, qui est de la dermatologie skincare naturelle. Et alors, dans les MyLuby, qui est du sexual wellness nouvelle génération, là aussi, naturel aussi. Et on Love Air, non, c'est le dernier. À Love Air, c'est Natalia Vodianova, que l'on a soutenue, qui a fait pendant le Covid des masques compostables, qui avait créé des nouveaux matériaux pour que ces masques soient des air filtrants et compostables, alors que les masques actuels, les masques que l'on avait pendant le Covid ne l'étaient pas, qui était une catastrophe écologique. Et alors on a aussi investi dans Regen Life. On parlait de longévité. Regen Life, c'est une méthode, enfin c'est du medtech. C'est pour éviter les plaques qui créent un médecin pourra en parler bien mieux que moi, mais les plaques qui créent l'Alzheimer ou Parkinson, c'est préventif avec des lasers par la biomodulation, la régénérescence cellulaire. C'est assez extraordinaire et ça peut aussi s'appliquer dans le wellness et aussi dans New Light Technologies qui est aux États-Unis, qui est un garçon extraordinaire, Mark Herema, qui a conçu, qui a tout seul réussi à trouver une formule pour donc avec à travers une usine maintenant qui est très très importante puisqu'ils ont levé beaucoup et on a participé d'ailleurs à la levée et ils aspirent de l'air et l'air donc ils captent le carbone qui est dans l'air et avec ce carbone et donc par une fermentation ils en font un matériel qui peut devenir ou du cuir ou un objet comme par exemple un verre ou des cahiers. Des micros, peut-être, j'ai entendu. Pardon, des micros, Apple aurait pu, voilà. Ça peut être applicable aux lunettes qui deviennent compostables dans un environnement microbiome. Donc si vous le jetez dans la terre ou dans la mer, ça devient... voilà. Ça s'applique à des pailles. Les pailles de Starbucks, toutes ces choses-là, et c'est compostable. Ça peut s'appliquer aussi aux jouets, aux poupées Barbie, ça peut s'appliquer aux Lego. Voilà. Incroyable. Donc on a
tout ce qui est nouveau matériel nous intéresse, et j'ai remarqué que les family office des grands groupes de luxe aussi ont l'air tête chercheuse de nouveaux matériaux. Très bien. Alors, j'aimerais revenir avec vous sur une phrase que vous avez aussi dite lors de votre interview à Forbes France. Vous dites quand il y a une volonté, il y a un chemin. Alors vous venez nous raconter un peu de votre histoire, mais à quel moment peut-être cette citation pourrait se rattacher? Tous les jours. Quand on doit closer un deal, tout le temps. Tout le temps. Je dirais que c'est pas, il n'y a pas eu des moments comme ça décisifs, c'est tous les jours. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et quand on fait des deals, quand on close des deals, c'est sûr et certain que ça s'applique. Ok. Donc, on l'a évoqué au début, vous êtes l'artiste de la famille, en tout cas entre vos frères. Vous avez un côté très artistique, littéraire, aussi peut-être philanthropie, philosophique. Vous hostez des événements avec des penseurs, vous nous avez parlé de Monsieur Ancel par exemple. Donc je voulais revenir un peu sur ça. Et de Elisabeth Azoulay, oui, pardon. tout à fait. Donc vous avez ce goût pour la beauté, pour la beauté. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner une définition de l'art pour vous? L'art, ça nourrit l'âme. Voilà. C'est le reflet de l'âme. Ok. Je peux pas dire autrement. J'avais fréquenté à New York un collectionneur qui parlait pas, mais qui avait des œuvres d'art, et c'est comme ça que j'avais pensé à ça. Mais surtout, c'est tellement évident que si... Vous n'êtes pas obligé d'acheter des collections qui coûtent très cher, enfin des tableaux qui coûtent très cher. Vous pouvez aussi vous inspirer d'artistes, ou vous pouvez peindre vous-même. Mais en général, les créations reflètent l'âme. C'est tellement, tellement évident. Dans votre enfance, peut-être pour commencer, comment se reflétait ce côté artiste chez vous? Ah, c'est gentil de me poser la question. Moi, j'adorais peindre. J'avais été d'ailleurs à l'école, au lycée, j'ai été sélectionnée pour faire partie d'un atelier au musée d'art moderne de Tel Aviv. Il n'y avait que 25 jeunes de toute la région qui étaient sélectionnés. J'avais été sélectionnée. J'adorais peindre. Je me réfugiais beaucoup dans le piano pendant des périodes sombres comme celle de 73 que je vous décris. Le piano a toujours été un refuge. Comme j'ai été aussi attirée par la littérature française, je lisais beaucoup aussi à cette époque. Je lis beaucoup moins aujourd'hui, hélas. Mais je lisais Victor Hugo, Émile Zola, Henri Troyat. Tous ces gens-là ont été de vrais amis. Et mon piano était probablement mon meilleur ami quand j'étais adolescente. Parce que comme j'étais rêveuse, j'étais pas la plus maligne en classe, à l'école. Non, je veux dire socialement. D'accord. J'étais une sportive, j'étais une danseuse, j'adorais danser, mais les jeux de filles, les trucs de copinage, les bandes... c'est pas quelque chose qui vous intéressait? Non, j'étais pas la plus forte, je me faisais avoir. Il y avait toujours quelqu'un, quand quelqu'un me disait quelque chose, je savais pas répondre. Je comprenais pas, donc vous avez développé votre côté artistique? Je laissais courir, ça m'était égal. Voilà, je rentrais pas dans les jeux. Aujourd'hui, je saurais répondre, je saurais dire à ma fille comment répondre, mais c'était pas tellement mon truc. Voilà. D'accord. Et pour vous, l'art, en tout cas, peut-être cette appétence-là pour l'art, c'est quelque chose d'inné ou d'acquis? C'est forcément inné. Parce que quand vous voyez un enfant peindre, vous voyez... l'art, c'est inné chez tout le monde. Quand un enfant, d'ailleurs, je crois que chez les psychologues, la première chose qu'on demande à un enfant quand il ne parle pas, c'est de faire un dessin. Et on voit tout de suite si c'est un enfant heureux ou malheureux. Ouais. Donc je pense que c'est inné. Après, acquis, c'est la connaissance
de l'histoire de l'art. Et puis il y a des gens qui sont beaucoup plus érudits que moi, qui vont vous raconter ce qu'ils ont vu à la FIAC, et qui vont vous dire que telle et telle cote est meilleure qu'une autre. Je vais pas sur ça. Je sais pas. Moi, si un artiste me plaît et que je trouve son parcours intéressant, je m'intéresse à lui, j'essaie de le connaître personnellement, de connaître son histoire, et c'est à partir de son histoire que son art qui en découle prend son sens. Exactement, prend son sens. Et c'est pour ça que du coup j'aime bien aussi les jeunes artistes, et parce que justement ils sont beaucoup plus ouverts à un échange et des fois à écouter et à de l'inspiration. Et on peut beaucoup plus échanger avec eux et c'est toujours très intéressant. Et aujourd'hui, ce côté artistique, vous arrivez à entretenir encore? Alors, je vais être très honnête, j'ai une frustration de ce côté-là. J'aurais voulu pouvoir peindre, j'aurais voulu pouvoir danser, j'aurais voulu pouvoir jouer au piano beaucoup plus que je le fais. J'espère le faire plus tard, mais pour l'instant, je me consacre au travail et à la famille. D'accord. Parce que vous n'avez que tant d'heures dans une journée. Ouais. Et comme disait Estée Lauder, quand on fait quelque chose, il faut le faire bien. Sinon, on ne le fait pas. Donc, alors, je ne sais pas si vous pouvez rattacher à votre côté artistique. Moi, je pense, parce que savoir écrire et trouver les mots justes, c'est quelque chose qui n'est pas évident et qui, pour moi, relève de ce côté artistique. Vous écrivez à l'âge de 24 ans. Les bancs de groupe en France. 24 ans. Alors, c'est-à-dire c'est comme si moi, dans 1 an, 2 ans, j'écrivais un oui, livre. Enfin, pourquoi pas Pourquoi pas, non, pourquoi pas, mais je trouve ça assez, comment dire ça, impressionnant, voilà. Pour le dire, on va dire, voilà ce qui me vient à l'esprit. Comment est-ce que c'est arrivé? 24 ans, alors 22, 23, 24, vous parlez de mes années les plus difficiles en tant qu'étudiante. Et là, à nouveau, je veux absolument parler à vos étudiants en leur disant de ne pas perdre la foi. Et même s'ils pensent qu'ils ne vont jamais y arriver, ou ils pensent qu'ils ne valent pas grand-chose, ou ils pensent que de toute manière le marché est saturé ou que c'est biaisé. Non. Alors, moi, à l'époque, je travaillais déjà. J'étais au Crédit Agricole. J'étais pas encore entrée à la Société Générale. J'avais été admise dans un DESS de finance à Dauphine, le DESS de Jacquia, le DESS 203. Et j'avais un thème, j'avais choisi un thème qui était les banques de groupe, qui était un thème intéressant parce que c'était une manière pour moi de passer de la finance au groupe industriel, d'aller voir ce qui se passe dans les entreprises. Un peu comme vous aussi, vous m'avez dit que ça vous intéressait d'aller voir au-delà de la finance ce qui se passe chez les gens qui créent de la valeur et qui ont créé leurs entreprises. Donc pour moi, c'était intéressant de voir quel était le pont entre la finance et les groupes. Et pourquoi certains groupes avaient choisi de créer leur propre banque. C'était une tendance à l'époque qui aujourd'hui s'est estompée. Oui, parce que Bernard Arnault n'a pas de banque, Pinault n'a pas de banque, les grands groupes d'aujourd'hui, Chanel n'a pas de banque, par exemple. Mais il y avait une période très européenne, en Italie, en Allemagne, en France, où vous aviez Peugeot, Renault, et puis les très grandes familles, les Verne, à l'époque les Dassault, qui avaient leur banque. Voilà. Donc ça m'a permis donc, de faire ce mémoire. J'ai été énormément aidée par le secrétaire général de la Banque de France, qui est Pierre-Henri Cassot, que vous avez récemment interviewé. Oui. Et grâce à ce podcast que vous avez fait, j'ai pu le revoir et à nouveau lui exprimer ma gratitude. On a passé un très bon moment à parler. J'avais aussi Philippe Jaffré, qui était le secrétaire général du Crédit Agricole, qui était donc mon patron.
non, qui était le directeur général du Crédit Agricole, qui était mon patron et qui était au courant de ce mémoire que je faisais, alors que je faisais aussi mes études, donc qui avait un peu validé le fait que je fasse mes études et que je travaille en même temps. Ah oui, Je ne sais pas si vous voyez l'histoire, je travaillais à la banque et j'allais à l'université aussi. Et en même temps, j'écrivais un mémoire et j'allais à des entretiens avec des grands patrons de banque. Donc c'était une période où je ne mangeais pas, ce qui était très bien d'ailleurs, bien. Je ne mangeais pas, je travaillais beaucoup et je me souviens d'une personne plutôt stressée. Okay. J'étais très soucieuse de toujours bien faire et j'étais pas du tout... la confiance, je l'ai acquise petit à petit. Hein. Oui, au début, je l'avais pas tellement. Et je me disais que plus je travaillerais, plus ça marcherait. Voilà, je voulais travailler. Et donc Philippe Jaffray, il y avait aussi Pierre Moussa, qui est l'ancien président de Paribas. Il y avait Jean-Marc Verne qui m'avait présenté la famille Dassault. Il y avait Jean-Luc Lagardère aussi, qui m'avait aussi reçu avec Philippe Camus. En vrai, voilà, j'étais une jeune étudiante. Le groupe L'Oréal aussi m'avait reçu, puisqu'ils avaient la banque Régefi avec Marc Ladrel de la Charrière. Donc vous voyez, c'était toute une époque et c'était assez sympathique. Non, ce qui est bien, c'est que effectivement, après ce mémoire qui a été parrainé donc, par la Banque de France, qui a été aussi validé par Philippe Jaffray, a été publié par PUF, par Presse Universitaire de France. Et effectivement, il y a eu beaucoup de presse, je dois avoir 24-25 ans. Et c'est grâce à cette presse que j'ai pu passer aux fusions-acquisitions, puisque grâce à ce livre, on s'est dit, tiens, vous voulez faire de la banque d'affaires, vous vous intéressez au monde des entreprises, et j'ai commencé à faire des fusions-acquisitions à la Société Générale. Et donc, de la Société Générale, je ferme la boucle. 7 ans plus tard, je rejoins mon frère, Ariel. Je lâche la grande banque et je rejoins mon frère. Donc, vous voyez... Le cercle est bouclé. Exactement. Bouclé, ouais. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous venez de dire, parce qu'effectivement, nos auditeurs, il y a beaucoup d'étudiants qui beaucoup sont perdus. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, dans 10 ans? Oh là là, c'est loin tout ça. Mais c'est génial, c'est une belle période, il faut en profiter. Soyez heureux, profitez, kiffez un maximum, soyez créatifs, soyez audacieux, posez-vous plein de questions. Et suivez votre cœur et votre instinct et ayez confiance et ça vous le rendra. La vie vous le rendra. Vous dites que vous manquez peut-être un peu de confiance et que ça a dû se construire, que peut-être par le travail, vous arrivez à Oui, puis j'ai des parents qui étaient très supportifs. Mes 2 parents me soutenaient beaucoup. On avait un esprit de famille très fort. J'avais... Mes 2 frères étaient vraiment super. Ariel a toujours été les 2 frères ont toujours été extraordinaires, mais Laurent est parti à New York. Et mon petit frère a toujours été un garçon sans complexe, toujours très cool, sympa, qui aime enseigner, qui aime partager. C'est pour ça qu'au début, je pensais que ça serait bien que vous fassiez le podcast avec lui et pas avec moi. Lui a donné des cours à HEC, il adore transmettre. D'ailleurs, d'habitude, il y a un tableau ici, parce que chaque occasion qu'il a, il aime donner des cours et partager et expliquer, que cela soit à l'équipe, aux clients. Il adore ça. Donc, toujours très, très généreux de sa personne. Et puis, il n'a jamais été complexé par quoi que ce soit, il ne s'est jamais posé de questions. Il a toujours... Quand il a eu son diplôme, il a dit non, je n'ai pas envie de travailler pour telle ou telle banque, tel grand... C'était les plus grands noms de la place. Je veux faire mon truc. Voilà. C'est vraiment ils vous ont vraiment inspiré, vos frères? Oui, bien sûr, heureusement. C'est très important. C'est pour ça que je dis aussi à mes amis, il faut faire des enfants et essayer d'en faire plusieurs, comme ça... Entre eux, on peut se soutenir. On peut se soutenir. Et sinon, il faut avoir des amis fidèles avec qui pouvoir échanger, parce que c'est très très important.
il y a des complémentarités qui se jouent et où ensemble on peut faire beaucoup plus. Vous dégagez vraiment quelque chose de très positif quand vous abordez cette question. Et comment on fait pour être comme ça tous les jours aussi positif? Vous savez, dans le livre Le Petit Prince, il y a le côté, on a investi dans un entertainment qui a créé le film Le Petit Prince. Il y a une petite fille qui a une vie très disciplinée, dans une maison carrée avec une maman qui lui dit même à quelle heure se brosser les dents, vous savez. Ouais. Et ensuite, elle arrive dans un monde de rêve et d'imaginaire grâce à ce grand-père d'adoption qui est son voisin, qui a une maison qui ne ressemble pas aux autres, mais qui lui donne justement ce besoin de s'évader, de rêver, de penser à d'autres choses. Et justement, c'est lié à la création. Donc, il ne faut pas essayer de rentrer dans un moule. Il faut tout simplement croire. Bon, il faut s'occuper des autres, ça c'est sûr. Il faut passer la journée à penser aux autres, à comment on peut aider. Mais ensuite, il ne faut pas forcément essayer de ressembler à tout le monde. D'accord. Voilà, ça c'est une chose. Et tiens, il y a une phrase que mon père m'avait donnée quand j'étais plus jeune, c'était « Si tu as un rêve, écris-le dans ton agenda, ça va devenir un projet. » Bon, aujourd'hui, on l'écrit pas, on le met dans le Mac, mais bon... vous continuez cette... maintenant, je le note rapidement, mais j'ai tellement de rêves et tellement de projets que voilà, il faut continuer à avoir des idées. Et tous les jours, on dit, bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de positif? Et même aujourd'hui, pendant cette période très sombre, on se dit comment on peut aider, comment on peut faire, comment on peut communiquer, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Voilà. C'est influential. Oui, il faut d'abord penser à comment aider autour de soi. Il y a des gens qui sont dans une détresse absolue avec ce qui se passe et il faut se réunir pour aider, envoyer des messages. Et puis, même quand on ne se réunit pas, sur un plan individuel, vous avez aussi votre part de choses à faire. Voilà. Et vous abordez du coup votre manière de tisser ces relations humaines au sein de votre entreprise. Moi, je me demandais aussi comment est-ce que vous qualifieriez votre style de leadership? Écoutez, pour moi, ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que si je rentre, ils n'ont pas vraiment besoin de moi. Je suis très fière s'ils me disent que je suis utile. Donc, à partir du moment où l'équipe est super bien... comment dire, elle est expérimentée, elle a une formation au départ et aujourd'hui ils sont expérimentés, autonomes et qui savent faire les choses et que quelque part quand vous rentrez dans leur bureau et vous leur dites tout va bien et que oui tout va bien et que vous avez l'impression de les déranger et qu'à la limite quand ils vous appellent et qu'ils ont besoin de vous, vous êtes presque flatté, c'est que c'est une bonne équipe et que c'est réussi quoi. Vous pouvez apprendre beaucoup d'eux. D'abord, ils sont plus jeunes que vous et ils ont plein de choses à vous apprendre. Donc ça, c'est aussi génial. Donc, j'appelle ça un vrai luxe d'avoir des gens... et en plus, quand vous avez plaisir à passer du temps avec eux. Ouais. C'est amusant parce que j'avais préparé mon interview avec plein de questions. Je me suis dit, bon, je vais la relancer sur ça. En fait, à travers toute l'histoire qu'on a faite, vous avez répondu à toutes les questions. Il en va cependant je ne m'étais pas rendu compte que ça se passerait comme ça. Je pensais que vous me poserez plein de questions. Mais puis en fait, ça s'est passé c'était naturellement. Et puis même, cool. vous avez répondu aux questions dans la manière... En fait, parce que les questions, si vous voulez, c'est pour apprendre davantage sur vos expériences. Mais vous avez tellement bien détaillé ces expériences-là et puis fait des pauses pour expliquer directement aux jeunes quels étaient vos conseils. Que en fait vous avez fait le travail à ma place presque. Vous êtes arrivé à un bon moment, je vous assure, vous êtes arrivé à un moment où j'ai envie de partager et où je me dis que ce côté de devoir, de témoignage, de raconter chacun son histoire, qui il est, etc., c'est très important.
et dans tout, dans tout. Donc vous êtes arrivé à un moment où j'ai envie de partager. Et je vais vous laisser même le mot de la fin. On a l'habitude dans ce podcast de laisser le mot de la fin à l'invité. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier conseil peut-être à donner aux jeunes professionnels ou même aux étudiants, la jeune génération? Est-ce qu'il y a un dernier thème que vous voulez aborder, qu'on n'a pas encore abordé ou on a oublié d'aborder? Ben, oui. On a une démocratie qui est très fragile. Et notre liberté, la liberté d'entreprendre aujourd'hui, voilà. C'est battez-vous pour une démocratie et ne vous battez pas pour des choses qui vous seront toxiques plus tard. Voilà. Merci beaucoup Karine de m'avoir accordé votre temps. C'était un Avec honneur plaisir. pour moi Merci. et je suis sûr que ça servira aux étudiants. Avec plaisir.